Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une sortie de chez Panini Comics de fin d'année 2020. Il s'agit de Spider-Geddon, qui est la suite directe de Spider-Verse. Spider-Verse est un événement réunissant plusieurs hommes et femmes araignées pour combattre une menace commune que sont les héritiers. Parmi ces héritiers, le plus connu étant Morlun, un personnage qu'on a déjà vu auparavant dans Spider-Man, mais Dan Slott, qui est à l'origine de cette histoire, va décider de lui créer une famille mangeuse d'araignées, et qui va donc s'en prendre à toutes les araignées du multivers que formeront tous les univers Marvel, dans lesquels il y a des Spider-Man et des Spider-Woman différentes. On a donc les mêmes acteurs, les mêmes auteurs, Dan Slott et Jorge Molina, qui vont faire équipe avec Christos Cage pour l'écriture et Carlo Barberi notamment pour les dessins, mais pas que, puisque nous aurons d'autres artistes tels que Clayton Crane qui vont faire leur apparition sur un numéro. Et nous avons une histoire ici en 5 épisodes, plus le chapitre 0, donc 6 au total, durée classique d'un crossover, même si ici il ne se fait pas à l'échelle de l'univers Marvel, mais des différents univers de Spider-Man. Alors, pour comprendre un petit peu ce qu'est Spider-Geddon et en quoi ça peut être bien ou pas bien, il faut revenir quand même un petit peu sur Spider-Verse, même si je ne vais pas refaire toute la critique, je la ferai sans doute dans une vidéo à part. Spider-Verse, ça a quand même été un gros phénomène. C'était vraiment la rencontre entre tous les Spider-Man, sachant qu'à cette époque-là, on avait Spider-Gwen, notamment ici par exemple sur la couverture, Miles Morales qui intégrait l'univers Marvel, classique, et Peter Parker évidemment. Et au même moment, on avait le supérieur Spider-Man qui était Dr. Octopus, qui avait pris le corps de Peter Parker pour devenir ce nouveau Spider-Man qui était le supérieur Spider-Man. Eh bien, on va reprendre les mêmes personnages, on va juste modifier quelques petits éléments, notamment le supérieur Spider-Man, et on va faire une espèce de bouillie avec tout ça, pour essayer de donner un nouveau souffle à cette saga qui était incroyable. Le problème, il est que, on fait quoi? On part sur un nouveau délire avec les différents Spider-Man, ou on repart à nouveau sur les mêmes, et on recommence. Et c'est un petit peu ce qui va se passer ici, puisque les héritiers, ces fameux ennemis mangeurs d'araignées, vont être de retour à cause d'une erreur qui a été faite. Ils ont été emprisonnés dans la fin de Spider-Verse et ils ne sont pas morts. Donc, et du coup, on va leur donner le moyen de revenir et de ressemer le chaos, sachant qu'on part un petit peu sur les mêmes teams. Une team plutôt Doc Octopus, une team plutôt Peter Parker. Et à partir de ça, va se passer différents événements. Du coup, c'est un peu une redite. Et c'est un peu dommage. Et pour moi, même c'est bon. C'est-à-dire que si on découvre juste ça, alors il manque le début, parce qu'on ne connaît pas tout le personnage, et en plus c'est moins bon pour moi que Spider-Verse, parce qu'on perd la fraîcheur, on perd la présentation des personnages, on perd l'intérêt qu'on avait à découvrir cette rencontre entre les différents personnages. Une fois ça passé, on est sur une redite, encore une fois, et c'est un petit peu dommage selon moi. Spider-Verse a eu un gros impact, puisque on a le film Edge of Spider-Verse, donc le Into the Spider-Verse, le film Sony qui a fonctionné, qui a été vraiment un succès incroyable pour l'homme araignée. C'est un film d'animation complètement fou, techniquement. Je suis moins fan, moi, de la globalité du film parce que je le trouve très classique, très simple, trop simple, surtout quand on voit ce qu'est le comic Spider-Verse. Donc je ne fais pas partie de toute cette hype envers ce film qui vont dire que c'est le meilleur film d'animation ou encore plus le meilleur film de super-héros. Je ne suis absolument pas d'accord. Il est très très bon au demeurant, mais voilà quoi. C'est un film comme les autres. D'un point de vue global, d'un point de vue technique, il est incroyable. Et donc ici, d'un point de vue technique, puisqu'on parle de ça, il y a différents artistes. Donc Clayton Crane, je vous ai dit pour l'épisode 0. Je vais vous montrer quelques pages. On reconnaît typiquement la patte de l'artiste. Et ça, vous voyez, cette page-là, c'est une petite nouveauté de cette version-là, de Spider-Geddon, de la suite de Spider-Verse. C'est que nous n'avions pas ce personnage qui est, vous l'aurez peut-être reconnu, le Spider-Man du jeu vidéo sur PS4 et PS5, donc le fameux jeu Spider-Man de, je ne sais plus la marque, l'éditeur particulier qui a fait ça, Rocksteady, je crois. Donc c'est le premier chapitre d'ouverture qui part sur ce personnage de Spider-Man du jeu vidéo qui va être amené dans cette guerre du Spider-Verse. Ça donne un côté plutôt frais puisque lui n'a pas participé à la première guerre contre les héritiers. Donc il est neutre, il ne sait pas, et il va être recruté par un certain personnage, donc il ne connaît pas le passé, et qui va du coup être enclin à suivre, alors qu'en vrai il ne le ferait peut-être pas. Ensuite, le reste de l'histoire, le gros de l'histoire, est dessiné par Molina. Molina qui était déjà à l'œuvre sur le premier Spider-Verse, donc on reprend vraiment la même équipe. C'est toujours aussi agréable, ça rend beau. Là vous avez Miles Morales, là on a l'Octopus supérieur. Donc ça c'est la deuxième nouveauté, c'est-à-dire qu'on avait
Superior Spider-Man, et du coup, vu que ça se passe bien après, Peter Parker a repris son corps dans la série classique, il fallait trouver un moyen de mettre Octopus, puisqu'il était pièce centrale dans le premier chapitre, et il sera à nouveau essentiel, si ce n'est le personnage principal, carrément, de cette histoire, et du coup, il vient en tant que Superior Octopus. Octopus Superior, c'est la petite nouveauté, donc nouvelle tenue, nouveaux pouvoirs, etc. On va avoir le grand retour des Spider-Man et Spider-Woman habituels, et ben, on repart pour une seconde aventure, une seconde guerre contre les héritiers, parce que c'est carrément une guerre ouverte hein, avec des camps. Et ben, c'est agréable à lire, il n'y a pas de souci. Ça manque un petit peu de surprise, c'est assez convenu dans l'écriture. Là où le premier avait vraiment une espèce de philosophie de mythologie de l'araignée, il y a tout un délire avec les totems d'araignée, avec différents rôles. C'est-à-dire on est presque dans une sorte d'esprit religieux où on aurait le père, le fils, on a celui qui trace et qui tisse le destin des araignées. On a vraiment plein de choses. Ici, on reprend très succinctement cette idée-là et on la bazarde un peu en disant hop, on s'en va, on n'a pas que ça à faire, on connaît, vous avez déjà lu Spider-Verse, maintenant on veut la bagarre entre les deux camps. Sauf que cette bagarre, elle est bien moins amenée, je trouve, que dans le Spider-Verse. Elle est moins impressionnante, il y a une idée vraiment fanservice, hein, pour le coup, que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé ça cool, voilà, c'est un peu comme si on était au cinéma, les money shots, vous voyez, les choses, les pages, voilà, on les voit, on fait waouh, ça c'est ce qu'on attendait, vous voyez, pour prendre l'exemple, un exemple récent pour moi qui est l'exemple type de la page qui fait vendre, la page qui fait parler, c'était Thor qui, dans le Massacreur de Dieu, donc des Sadrivich, avait les deux marteaux, le marteau classique et le marteau du passé ou du futur, je ne sais plus exactement. Il avait double marteau, donc vous dites double Mjolnir, ça fait un petit peu peur quand même. Ce qui est plutôt d'ailleurs un money shot qu'on risque de retrouver dans le film Thor qui sortira, Thor 4 de Waititi, puisque on parle de Gore, justement, Christian Bale qui incarnerait ce massacreur de Dieu, et du coup le money shot du Thor avec double marteau, on peut le voir venir de très loin, hein, puisque ce ferait beaucoup d'argent. Pour revenir nous à Spider-Geddon, au niveau de l'édition, rapidement, une belle édition, un beau deluxe, c'est les fameux deluxe hein, modernes avec couverture en dur, il n'y a pas de surjaquette, c'est vraiment tout est imprimé dessus, c'est vraiment agréable au toucher. Au niveau des bonus, il y a quelques petites choses, évidemment, qui dit deluxe, quelques bonus, les couvertures en premier lieu. Il y en a pas mal, un certain nombre, puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé. Il y en a des doubles pages, comme celle-ci de David Baldeón. Nous avons d'autres, hein, plein d'artistes hein, qui n'ont pas forcément travaillé sur le comics, mais qui font des couvertures, plein de couvertures variantes. Est-ce qu'il y en a des sympas que je voudrais vous montrer? C'est dommage, il y en a des toutes petites ici. Je vous montre un petit peu, voilà, il y en a un petit peu petites. Ça, c'est toujours dommage hein, quand on est sur une édition, un comics qui coûte un peu moins de 30 €, on est toujours dans les alentours, dans les deluxe entre 28 et 32 €, sauf si c'est des tout petits deluxe. Et de voir qu'on se permet encore d'avoir des couvertures qui ne sont pas en pleine page. Alors, il faut savoir que c'est du copier-coller généralement de l'édition américaine. Hein. En fait, l'édition hardcover ou softcover américaine ont ce dynamique-là. C'est pareil pour Donofix qui sort actuellement. On reprend, hein. C'est-à-dire que si vous avez des couvertures en petit, c'est parce que dans l'édition américaine, on a fait copier-coller, c'est comme ça déjà. Donc là, on a des belles couvertures. Celle de George Pérez, par exemple, à gauche. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Mark Bagley, évidemment. C'est un événement Spider-Man, donc Mark Bagley qui est peut-être le plus grand dessinateur de tous les temps, voilà, je vais oser le dire, de Spider-Man, celui qui a eu la plus grande carrière, qui a le plus grand impact, hein, voilà, parce qu'on a eu des artistes, hein, Todd McFarlane, Romita, qui ont fait des choses folles. Mais Mark Bagley, ça fait des années et des années qu'il travaille sur les tisseurs, et c'est vraiment quelqu'un voilà, qui est intimement lié à ce personnage. Là, vous avez eu d'autres artistes, Nick Bradshaw notamment. Ensuite, on a du Elizabeth Tork et du Mike Hawthorne. Donc des choses assez sympathiques. Vous voyez, donc une belle galerie de couvertures. Je crois qu'il n'y a rien d'autre derrière. Je vais vérifier. Non, voilà, il y a juste les couvertures. Il n'y a pas d'autres bonus particuliers. À la fin du comics, on a quelques histoires individuelles, notamment sur cette Tante May Spider-Man. Voilà, vous verrez, elle a un rôle dans l'histoire. C'est plus rigolo et touchant qu'autre chose. Et cette backstory n'est pas forcément très utile, ça rajoute du contenu, pas forcément bien dessiné, en tout cas à mon goût. On a un Spider-Man particulier, alors lui par contre je vous laisse découvrir, voilà, il est complètement fou. Il y a un Spider-Man d'un type particulier que je vous laisse découvrir, et celui-là je vous montre, c'est le Spider-Man un petit peu manga
Il utilise un robot géant comme un Gundam. Et son chapitre, il a sa backstory également à la fin, lui, et elle est en noir et blanc, justement dans un style très tiré du manga. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Pour le coup, je trouvais que cette histoire-là, elle avait vraiment sa place. Ça donnait un petit peu de relief à ce personnage, puisque tout est harmonisé. Forcément, les personnages évoluent dans le même monde, donc quand on les a comme ça, bah, ils sont tous ensemble et ils sont tous dans le même dessin, donc celui de Molina. Et bah voilà, ça manque un petit peu d'identité, mais c'est voulu quoi. Les backstories servent à ça. Dans Spider-Verse, on avait également les backstories de tous les différents Spider-Warriors, on pourrait dire. Donc voilà, Spider-Geddon qui est sorti en cette fin d'année. C'est vraiment une lecture correcte, voilà. C'est pas une très bonne lecture, c'est pas une lecture décevante pour ma part, parce que il y a plein de choses sympas, le concept est bien, même si réutilisé. Ça reste dans l'ombre de Spider-Verse. C'est un peu ça son gros souci, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce comics génial, incroyable qu'est Spider-Verse avant, on pourrait dire bah c'est bien, ça se laisse lire, ça franchement c'est largement au niveau de ce qu'on voit un peu partout, c'est même légèrement au-dessus hein, selon moi, mais après est-ce que c'est mon amour pour Spider-Man qui me rend un petit peu trop positif, ça je n'en sais rien. Toujours est-il que c'est une bonne lecture. Vous pouvez donc l'acheter, belle édition, et je pense que de toute façon dans quelques années ça ressortira peut-être dans des formats moins chers, donc voilà, si vous ne précipitez pas forcément, vous aurez d'autres occasions de le lire si jamais vous n'êtes pas pressé. Pensez déjà de toute façon à lire Spider-Verse par contre, qui est disponible notamment dans la collection Must Have, donc à petit prix. Après il y a les Deluxe, il y a plein d'éditions possibles, mais vous pouvez l'avoir pour une quinzaine d'euros, une vingtaine d'euros. Vous pouvez aller voir Spider-Verse, et puis si ça vous plaît, une fois que vous avez lu Spider-Verse, vous pouvez enchaîner sur Spider-Geddon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.